Divergence, on est bien d'accord. Utilisez mes mains maintenant. Utilisez mes mains. Je suis toujours en divergence. Qu'est-ce qui se passe ici? De la convergence. Donc quand je fais de la divergence sur Terre, j'ai forcément un autre endroit où je fais de la convergence. Donc cet autre endroit, ça peut être aussi un océan qui est coincé entre les deux, qui disparaît par subduction. Et puis à un moment donné, au bout, clac, je garde un petit morceau du plancher océanique qui est coincé dans une masse continentale. Ça peut être ça, par exemple. Il y a aussi d'autres mécanismes qui font que, quelquefois, la nature se trompe. Normalement, on fait une subduction, mais quelquefois, on a des petites écailles de plancher océanique qui, au lieu de passer par en dessous, passent par en dessous. Un peu comme un robot avec un copeau, vous voyez, un copeau de bois. Ça s'appelle de l'obduction. Obduction. On pense qu'ici, c'est plutôt le phénomène. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce que ces roches n'ont pas été métamorphisées. Elles n'ont pas subi un métamorphisme qui est lié à la subduction, que vous n'avez peut-être pas vu en cours, pas encore, mais vous verrez plus tard, que lorsqu'un plancher océanique passe en subduction, vous le verrez après ou pas? Ouais, on va le revoir avec l'histoire de l'obduction, oui. Bon, tout ce que vous êtes en train de raconter là, après. Après les écrits, très bien. D'accord. Ouais. Bon, d'accord. Donc ça peut arriver au grand oral, ça. Exactement. Ou justement, les élèves peuvent partir de ce thème-là pour choisir un thème de questionnement grand oral, entre le lien, par exemple, entre la géologie et la géologie technique, quoi. Oui, l'application. Ouais. Partir de la carrière, là, et reconstituer l'histoire. Voilà. Donc vous voyez qu'on voit que tout d'un coup ça prend corps. Hein. On est sur des roches qui sont extraites de la carrière d'à côté et on est en train de les faire parler, ces roches. Elles nous racontent leur histoire. Parce qu'on sait décrypter. Parce que vous savez qu'une texture microlithique, ça a telle conséquence. Parce que vous savez que quand il y a du fer du magnésium, ça a telle conséquence. Parce que vous savez que quand il y a des formes arrondies, ça a telle conséquence. Et qu'avec toutes ces conséquences-là, on arrive à construire une histoire. On est en train de se dire, ah ben voilà, on émet une hypothèse. Ici, il y avait sans doute une dorsale océanique en divergence. Mais, comme c'est là, il y a sans doute eu aussi, après, quoi? C'est-à-dire de la convergence. Est-ce qu'on a des traces de convergence ici? On pourrait se poser cette question-là. Voilà, le raisonnement géologique, le géologue, il va sur le terrain, il voit des piles au lava, il se dit « Ah, chouette, j'ai trouvé des piles au lava, super. » Donc je peux en déduire que c'était sans doute en divergence à telle époque. Mais, je ne suis plus sur une dorsale. Je suis sur un continent. Donc, je me pose la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu d'autres phénomènes. Et du coup, mon cerveau se dit, ah, mais maintenant je vais chercher. C'est plus facile de chercher un objet quand on sait ce qu'on cherche. Donc, je vais chercher des traces de convergence maintenant dans ces roches. C'est plus facile de chercher des traces de convergence dans une roche quand on sait qu'il y en a, potentiellement. D'accord? Alors ici, on se rapproche d'ici, vous allez voir. Et on voit ça, la trace blanche qui est là, par exemple. Alors et il y en a une de l'autre côté aussi. On voit par exemple cette trace blanche là, qui passe au travers. Et l'autre ici, venez voir. Venez voir de ce côté-là. C'est peut-être encore plus visible là. Vous voyez, on a des petites veines, on a des veines blanches. Et qu'est-ce qu'elles font, ces veines blanches, par rapport à la matière verte? Est-ce que on voit qu'il y a du blanc et on voit qu'il y a du vert? Est-ce que le blanc est plus jeune ou est-ce que le blanc est plus vieux que le vert? Il est plus vieux? Pour d'autres, plus jeune?
Pourquoi? Ouais, mais c'est aussi. Tu peux avoir une question, mais vraiment. Passe là si tu veux. Hein. Oui, mais là c'est bien mouillé, donc c'est pas mal. Vas-y, vas-y. Parce qu'après ça va peut-être sécher. Là, ici. Tu vois, tu prends cette petite trace blanche qui passe au travers, du matériau vert. Vous voyez qu'ici, même là, hein, on voit bien des toutes petites traces blanches. Allez. Voilà, elle se continue ici. Ça, c'est un trait de peinture. Hein. Mais ici, là, on voit une petite trace blanche. Il y en a encore une autre ici, il y en a encore une autre là, etc. On voit bien que c'est à l'intérieur de la roche. Vous utilisez quel principe là? Donc, oui, ou deux. Recoupement. Qui recoupe quoi là? Est-ce que c'est le vert qui recoupe le blanc? Ou est-ce que c'est le blanc qui recoupe le vert? C'est le blanc qui recoupe le vert. Donc le vert est plus vieux. Ok? Vieux. Quand tu prends ton couteau à pain pour te faire une tartine, ça c'est tous les matins. Vous prenez un couteau à pain, vous avez une tartine, vous avez votre pain. Et c'est parce que votre pain est déjà là que vous pouvez prendre un couteau pour faire une tartine. Recoupement. Je recoupe quelque chose qui existe déjà. Si je prends mon couteau et que j'ai pas de pain, je ne peux pas me faire de tartine. Vous avez compris ça? Bon ben voilà, c'est pareil. Là j'ai des piles au lava. Et là tout d'un coup, au travers de mes piles au lava, c'est pas un couteau, mais c'est une petite matière blanche qui est là, entre les deux. Au travers. Ça veut donc dire que cette matière blanche, elle s'est insérée à l'intérieur du magma et que forcément c'est quelque chose qui est venu après le magma. Or, sur votre document, vous avez un yaourt. Vous l'avez vu le yaourt là? Attendez, je vais aller chercher Quoi? On trouve dans la roche ici. Ce morceau de roche, il provient du bord d'un pilo lava. Voilà la partie arrondie du pilo lava. J'ai coupé comme ça, j'ai coupé comme ça, j'ai coupé comme ça à la scie. D'accord ? On voit, il y a une organisation concentrique. On voit une organisation concentrique. Il se trouve que la partie où on voit les petits points, là, les petits points blancs dans du vert plus foncé, ça s'appelle une texture de type variolique. C'est pas du tout dans votre programme. Vous n'êtes pas obligé de le retenir. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques, ils ont essayé de reproduire ça en laboratoire. Ils se sont rendus compte que en prenant un magma qui était à 1200 degrés et en le refroidissant très très vite, à la vitesse de 550 degrés à l'heure, c'est-à-dire que pour faire ça, il faut 2 heures. En 2 heures de refroidissement, on arrive à faire ça. Eh bien, ils ont reproduit exactement la même figure, la même texture variolitique en laboratoire. Donc, ils ont calculé que ça s'est refroidi en 2 heures. Donc, vous voyez, le refroidissement rapide, c'est vrai pour l'ensemble du magma, mais c'est extrêmement plus rapide sur la partie superficielle du pylône. Ça veut dire qu'on a bien un contact ici entre le magma qui fait des grosses bulles en sortant du volcan et qui est directement en contact avec l'eau qui est très froide dans le fond de l'océan à 4 degrés. Donc 1200 degrés contre 4 degrés, ça fait un moment donné où il y a un effet de trempe en quelque sorte. Je n'ai pas dit Trump, hein, trempe. Donc on a ici une petite figure qui nous montre bien le système. Donc
Donc si on regarde comment ça se met en place, les pilolavins, on peut imaginer que... Je reviens un tout petit peu en arrière, hein. Je suis allé un peu trop vite avec l'histoire de la partie blanche. On va faire un... Est-ce que tout le monde voit le tableau, ou à peu près? On va faire la surface de l'eau, ici. Le fond de l'océan. Et du magma qui va sortir quelque part, par exemple ici. Hein, ça c'est en coupe. Je fais sortir du magma dans une dorsale et je fais une coulée qui arrive comme ça. Cette coulée, elle va au départ, en toute logique, qu'elle va très vite avancer sur le fond. Elle va prendre la forme du fond puisque c'est un matériau très fluide. Et grâce à la gravité, je vais avoir une forme un peu comme ça. Ça va s'aplatir sur le fond et ça va me faire une forme convexe en haut. C'est exactement ce qui se passe lorsque le boulanger est en train de pétrir sa pâte. Il fait un cylindre de pâte, il pose ça sur le fond du four et pendant la cuisson, la gravité terrestre donne la forme de nos tartines. Vous voyez que quand on mange du pain, on mange quelque chose qui a à peu près cette forme-là, qui s'est aplati sur le fond pendant la cuisson. Eh bien ici, ce n'est pas un problème de cuisson, c'est juste un problème de refroidissement. Le temps que le refroidissement se fasse, vous allez avoir ceci. Le refroidissement va se faire en 2 heures, tout autour ici, là où je mets des petits points verts. Alors je pourrais faire tout le tour, je ne vais pas le faire, mais vous voyez, autour de ce truc-là, là, j'obtiens ceci. Vous voyez, cette petite épaisseur de 2 ou 3 cm, où j'ai la variolite. Ça va refroidir extrêmement rapidement. Ce qui veut dire que l'intérieur du pilot, la lave peut circuler encore. C'est comme un tunnel en fait. La lave va continuer à circuler à l'intérieur de ce tunnel. De temps en temps, la petite surface ici va casser. Hop, on va faire sortir une nouvelle langue de magma qui va à nouveau refroidir très rapidement, refaire un autre pilot à côté, etc., etc. Vous voyez le système? Donc je vais avoir une multitude de pilots lava qui vont se mettre les uns à côté des autres, voire les uns au-dessus des autres. Et si jamais j'en fais un qui vient au-dessus des autres, il va épouser la forme des 2 autres. Ok? On appelle ça un pédoncule. Pédoncule ici. La forme en pointe qui est là. Comment je fais? Quel est le vecteur gravité là? Il est où? Comme ça, vers le bas. Donc je mets ma flèche comme ça. D'accord? Vous avez décidé ça? Voilà ce qui se passe. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais fossiliser l'attraction terrestre dans la forme des pilots lava. On est d'accord? Je vais fossiliser l'attraction terrestre dans la forme des pilots lava. Et vous avez une figure. Vous avez une figure en page 11. Figure 9. Figure 9. On a souligné la forme des pilots. Essentiellement les formes convexes. Convexes, c'est-à-dire en dôme. Essayez de retrouver, essayez de me dire si, en moyenne, les flèches bleues
sont restées verticales ou pas? Quelle est, d'après vous, si vous regardez votre image, alors cette photographie qui est là, elle provient d'un affleurement qui est derrière le concasseur, tout au fond là-bas. Donc un affleurement vertical. C'est une photo de la falaise du fond. La droite de la photographie est au nord, la gauche de la photographie est au sud. Et ça, c'est une photo verticale. Donc il faut bien replacer ça dans le contexte géométrique de façon à voir ce qui s'est passé. Donc si je pose la photographie comme ça, c'est ce que vous avez dans le fond visuellement. Vous voyez, à la limite, si je me mets comme ça ici, là, si je me mets comme ça là, je visualise le front de taille qui est dans le fond, la falaise, et c'est ça c'est un agrandissement de ce que je vois dans le fond. À vous de me déterminer par la forme des piles au lava comment est fossilisé G. G, le vecteur G. Ouais. Alors, donc. Oui, voilà. Ah, très bien. Voilà, parfait. Voilà, intuitivement, je pense que vous avez à peu près compris ce qui se passe. Vous avez trouvé? Non? Non? Il y a la moyenne générale des formes qui n'indique pas un G comme ça. Si c'était un G comme ça, j'aurais mon dessin, j'aurais le dessin qui avait derrière. Voilà. Les ponts là, où sont les bosses là, à votre avis là? Non, non, non. Et regarde la pointe. Tu la vois la pointe là? Comme ça? Non. À l'autre sens. Voilà, comme ça, parfait. Voilà. Ça y est, vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Regarde. Non. Pour faire cette forme, les forces convergentes, vous me rajoutez les deux petites flèches là. Et deuxième indice, le vecteur gravité n'est plus vertical. S'il est plus vertical, c'est qu'il y a eu du mouvement. Et quel type de mouvement? On a tourné de combien? À peu près 90 degrés, un petit peu moins. Ce qui veut dire que le plancher océanique qui était horizontal, il est devenu pratiquement vertical. Comment je peux faire ça? Qui est-ce qui avait un beau carnet tout à l'heure et qui nous a fait un truc là? Avec un pince. Tu veux bien nous le recommencer s'il te plaît? Comment tu t'appelles? Oriane. Oriane? Tu veux bien nous remettre ton petit carnet à l'horizontale devant tout le monde, en haut comme ça, et puis tu fais des plis dedans, et hop, c'est passé à la verticale. Si je fais pareil avec ma dorsale, ça veut dire que les coulées de roches, en fait, ça pourrait être quelle roche? Le nom de la roche? Un magma riche en fer magnésium qui est volcanique, texture microlithique, riche en fer magnésium, un basalte. Donc mes coulées de basalte se sont retrouvées plissées par de la convergence. J'en conclus quoi? Qu'il y a bien eu deux événements majeurs ici. Dans quel ordre? Divergence, puis convergence. Quand est-ce que ça s'est fait? A priori, on n'en sait pas, on ne sait pas. Mais on sait que ça s'est fait dans cet ordre-là. Combien de temps il s'est passé entre la divergence et la convergence? On n'en sait rien pour le moment. On aura peut-être une réponse ce soir. Ok?
Et on n'oublie pas que, eh bien, les géologues ils sont venus ici, puis ils se sont dit tiens, ça c'est des roches qui sont pas mal, on peut les exploiter, ça fait des jolis gravillons, relativement denses, c'est ce qu'il nous faut pour faire des routes. Et donc voilà, on fait une exploitation de carrière ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, vous avez compris le cheminement de ce matin? Oui. C'est parfait. On va aller déjeuner. Ouais. Se relever très vite. Hein. Ah. Bon, donc je donne quelques petites explications, mais on va être obligé de se bouger. Globalement, on est sur un site que la région a réussi à récupérer. Pendant très longtemps, cette petite carrière, c'est une ancienne petite exploitation ici, de carrière. Ça a été ensuite un dépotoir de voitures. Donc ça a été une casse en fait. Hein. Donc il y a eu beaucoup de véhicules, d'huile, de moteurs et tout ça. Donc c'est probablement un sol un peu pollué. Donc on va faire comme ça. Et les géologues on avait déjà repéré la richesse exceptionnelle de ce site. Donc on a demandé à la région de récupérer ça. C'est fait. Ça devient un petit musée en plein air. Donc c'est pour ça qu'il faut une autorisation spéciale à la mairie, etc. Vous devez chercher la clé. On est peu à avoir l'accès là-dessus. On travaille toujours d'un point de vue scientifique là-dessus. On est en train d'écrire un article, le premier article là-dessus, avec un collègue de l'Université d'Angers. Et donc, voilà, vous avez pas la primeur, mais pas loin, puisqu'on a amené ici peut-être une quinzaine ou une vingtaine de groupes scolaires. Pour le moment, c'est tout. Donc, et quelques universitaires. Donc, vous êtes face à des roches qui vont nous montrer trois choses importantes. On va regarder quelque chose ici, puis dans le fond, puis au retour ici. De l'autre côté, en fait, derrière vous, vous avez quelque chose d'exceptionnel aussi. Ça paraît pas comme ça. Ça paraît juste assez... J'essaye de m'imaginer de ne pas avoir Dieu de géologue, et je trouverais ça probablement assez banal, quoi, hein, pas très beau. Et pourtant, vous allez voir, l'histoire qu'on va raconter ici était absolument exceptionnelle. Donc, la première chose, pour gagner un petit peu de temps, d'habitude, on prend 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure, pour essayer de comprendre dans quel type de roche on est. Là, je vais donner la solution pour gagner ce temps-là, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On voit, par exemple, sur cet affleurement qui est là, on voit des lignes qui descendent comme ça, qui sont obliques vers vous, qui appartiennent à des plans, qui sont également obliques vers vous. Ce sont ces plans-là. Ces plans-là sont d'anciennes surfaces sédimentaires. Donc ce sont des strates, des couches sédimentaires qui sont devant vous. Et elles sont disposées comme ça. Donc elles sont... J'ai pas entendu. Est-ce que les strates sédimentaires sont comme ça à l'origine? Elles sont comment à l'origine? Elles sont horizontales. Et là, elles sont comme ça. Comment je peux faire? Qui est la spécialiste du pli? Où est la spécialiste du pli? Tu peux nous remontrer? Merci. Voilà. Alors tu te mets dans l'axe. Voilà. Essaye de te mettre dans l'axe. Voilà. Parfait. Donc vous voyez le côté gauche. Non, pas celui-là. L'autre côté. Voilà. Ça pourrait correspondre à ça. Mais j'ai une autre option. Donc ça voudrait dire que là, on fait ça. Ce qui voudrait dire que les roches qui sont ici sont plus bas, plus jeunes que celles qui sont là. Ok, et si je fais ça, je pose les sédiments comme ça, j'amène ça à la verticale, et je retombe de l'autre côté. Celles-ci sont plus vieilles, et celles-ci sont plus. Tout est inversé. Ah, il va falloir qu'on choisisse. Est-ce que c'est comme ça, ou est-ce que c'est comme ça? C'est vous qui allez trouver la solution tout à l'heure. Ok, ça c'est la première chose qu'on va se poser comme question.
Et puis on va regarder 3 indices importants dans cette carte. Le premier indice, il est face à vous. Est-ce que vous voyez des choses bizarres sur le plan qui est incliné vers vous? Alors, ce qui aurait été bien, c'est que la moitié du groupe qui est là-bas, vous revenez vous poser vers ici. Parce que c'est là que ça se passe. C'est derrière moi. Comme ça. À peu près comme ça. Voilà, le petit groupe là, venez vers ici. Vous ferez quand même tous attention ce soir. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y ait pas de tic ici. Hein. Ah bah oui. Il y en a partout. C'est pas très grave, hein. À partir du moment où on s'en rend compte tout de suite, c'est pas grave du tout. C'est juste que c'est grave si on n'en parle pas. Si on n'en parle pas, vous ne regardez pas. Si j'en parle, vous allez regarder. Si vous regardez, vous avez toutes les chances de l'enlever. D'accord? Bien. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Qu'est-ce qui est bizarre là? Je me sors. Il y a des trous ou des... Oui, des ronds déjà. Hein, vous voyez des choses circulaires. Vous en voyez combien? Des choses circulaires. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, il y en a 2 autres là-bas, 2 ou 3 autres là-bas. Ah oui, il y en a un petit là. Très bien. Oui, 9. 9 de visibles, de très bien visibles devant. Et vous avez aussi ce genre de choses. Si vous regardez, par exemple, j'ai quelque chose qui est là, à peu près de la largeur de la lame du couteau là. Vous voyez quand j'enlève? Même chose ici. Même chose là. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici. Même chose là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça aussi. C'est tout noir. Et il y a un dessin qui est dessus, qui est très visible. Il ressemble à des petits losanges. Vous avez une photographie de ça. Vous avez à la fois les photos des cercles et vous avez ça. Ça peut vous faire penser à quoi? À la fois les cercles et à la fois, oui, à l'écorce d'un tronc d'arbre. Exactement. Alors, ce ne sont pas des vrais arbres, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais ce sont des troncs qui sont... Alors, comment sont-ils disposés du coup? Pourquoi est-ce que j'ai des cercles? Vous avez la stratification est comme ça, hein. La strate est comme ça, et je vois des cercles comme ça. Ils étaient... Ils étaient debout en fait quoi. C'est ça? D'accord? Ils étaient debout. Et puis on ne voit que la trace du cercle. On est d'accord? Mais il y a aussi des branches qui sont tombées un peu partout. Et quand elles sont tombées à plat. Donc j'ai plein de branches qui sont tombées à plat. Et regardez bien le petit dessin que vous avez là. Ça ressemble un peu à une espèce de peau d'ananas. Essayez de trouver dans la figure 15 le nom de la plante. Il y a un petit dessin de l'écorce. À chaque fois que vous avez une plante, vous avez le dessin de l'écorce. Quelle est l'écorce qui ressemble le plus à la figure 14? Non. J'ai la réponse. Après l'écorce, ça va s'en faire. L'épidodendron. L'épidodendron. Vous voyez cette petite... On voit des petits losanges. Et ces petits losanges, vous les voyez très très bien ici. On les voit très très bien ici. Vous voyez, on peut facilement, sur un dessin comme ça, on pourrait facilement tracer des traits comme ça. Vous voyez, hop et hop. Vous voyez, je vois cette maille, ce maillage dans le dessin. Je vois ce maillage qui est caractéristique de l'écorce de l'épidodendron. Le l'épidodendron est une fougère arborescente.
c'est une fougère qui faisait 30 à 40 mètres de haut. 30 à 40 mètres de haut. Ça fait 10 étages. 30 mètres, c'est un bâtiment de 10 étages. Où est-ce qu'on en a? Où est-ce qu'on les trouve? En forêt? Quelle forêt? Est-ce qu'il vous faut une forêt très très humide? En forêt brocéliande, est-ce qu'on en a en forêt brocéliande? Non. Ah non? Ok. Est-ce qu'on en a en Bretagne? Bah oui. Ok, où est-ce qu'il va falloir aller? Des fougères, mais arborescentes. En Amazonie par exemple. Ouais. Sous la ligne équatoriale. Alors, la question, vas-y. Pourquoi il y en a ici? Est-ce que vous avez une hypothèse? C'était une forêt équatoriale, on peut dire, même sous l'équateur. C'est-à-dire, l'équateur a changé de place? Non. Ou la plaque a changé de place à cause de la dérive des continents? Il y a un mouvement des plaques, voilà, et ça veut dire que à l'époque où ça c'était vivant, d'abord on était à l'horizontale, d'une part, on va voir si on est comme ça ou comme ça, mais enfin bon voilà, on était à l'horizontale, et deuxièmement on avait une forêt, on voit quand même une certaine concentration ici. Non seulement on voit des tiges, des branches, mais on voit également des feuilles. On a des surfaces ici à feuilles. Ça, ce sont des feuilles, des toutes petites feuilles. On a encore des belles branches là aussi. Donc on a les restes d'une forêt équatoriale qui est ici. Ça veut dire que la sédimentation se faisait en milieu continental ou en milieu marin? Continental. Donc ça veut dire c'était pas la mer, mais ça pouvait être quoi? S'il y avait beaucoup d'eau? Un marais, un lac. On peut imaginer un paysage avec une mangrove. Alors la mangrove, c'est quand même plus attaché à la mer, au littoral. Et il semblerait qu'ici, on n'ait pas eu ce contact avec la mer. Vraiment, du tout. On serait sur quelque chose de complètement continental, probablement un marais ou un lac. On pense que ces fougères vivaient quasiment les racines dans l'eau, quoi, quasiment. Dans une eau, dans le fond du lac. Donc ça, c'est une première information. Donc pour ceux qui veulent venir voir, éventuellement, on peut faire un petit passage. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit passage devant. Vous venez par là, comme ça, on fait comme une petite queue et après on repart par là-bas. Et on regarde en passant. Regardez par exemple ça. Et ça. Ça doit être la photo que vous avez, ça. Vous faites, non, c'est pas tout à fait la photo. Et ça, c'est vraiment... Mais bon. Ça veut dire que... Il est tombé comment? Le tronc avec la souche ici est tombé ici cette fois-ci. Il n'est pas resté debout celui-là. Il est tombé. Et il y en a un deuxième qui est juste au-dessus, que l'on voit en 3 dimensions ici, et qui est comme ça, légèrement oblique, qu'on voit légèrement partir comme ça. Donc il y en a 2 qui sont croisés là. Il y en a un qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça. Le deuxième, il n'est pas facile à voir. Il est ici, on le voit quand on regarde dans cet axe-là. Ah ouais. C'est la trace noire. Vas-y, viens voir. Mais t'as peur, hein. Tu vois? Là, il y a un gros dinosaure qui sort. Donc là, il y a un tronc comme ça. Et là, mais non, Madame Ducarvé, c'est pas du tout la même époque. Ça, c'est un peu de... Et là, on a fait le moulage. Et là, on a fait le moulage. Parce que la prof, elle a dit. Parce que la prof, elle a dit. Non, la prof, elle a dit non. Elle sait quand même. Les autres, c'est pas les mêmes.
Hein? Tu vas pas voir? Non, Tu m'étonnes. Hein. j'ai envie de me faire traiter de dinosaure par je sais pas qui. Par le deux? Non. Non, mais arrête. Non. On n'a pas de sens, on n'a pas le, on ne sait pas où est-ce que c'est le plus large et le plus fin, mais on a la même direction. Encore une fois, la même direction. Vous avez remarqué que les deux là, plus celui-ci, ça fait 3 troncs qui sont couchés et qui sont couchés dans le même sens. Enfin, dans la même direction, pardon. Dans cette direction-là. Je se ramène avec la machine. Je me dis, ok, au premier moment, c'est un trou. Est-ce que ceux qui sont auprès, vous allez avoir ce que... Qu'est-ce qu'il faut voir là? Vous avez un trou. Un trou noir. Vous avez un trou. Est-ce qu'il est plus large à l'entrée et plus fin dans le fond? Qu'est-ce qui se passe à l'entrée? Et qu'est-ce que ça fait ça ici là? Ah ouais. Ça fait quoi? C'est la racine. Une. Ça s'appelle comment quand on n'a plus que la racine avec un bout du tronc? Une souche. Une souche. Elle est en place. Est-ce que ça tilte chez vous là? Ça veut dire que la couche qui est ici est plus Vieille. vieille. Plus vieille, on ne peut pas être bon tout le temps. Hein. La couche qui est, enfin, les couches qui sont là sont donc plus vieilles que celles qui sont là-bas. Par conséquent, tout le système est inversé. Donc le pli qu'on a fait tout à l'heure, c'était pas un pli comme ça, c'était un pli comme ça, à la verticale, puis comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas un double pli. On dit que c'est un pli, un flanc. On dit que c'est un flanc inverse. Comme ça. On dit que c'est un flanc inverse. C'est facile à faire, hein. Tu veux bien me donner ton... Il va être un peu rigide. Non, non, ça va aller. D'accord. Regardez, C'est c'est pas si compliqué que ça à faire. Je peux le fermer complètement? Oui, vas-y. Regardez, si je fais ça, je peux très bien faire ça. Et le coucher comme ça. Le pli, il se fait. Le pli, en fait, c'est comme si un petit peu, c'est comme si je faisais un truc comme ça, en fait. Vous voyez, je plisse, et puis vous voyez, tac, ça s'inverse. Et je suis en train de regarder. Tiens, si vous regardez le petit œillet qui est là, ça c'est la souche. D'accord? Vous voyez, je regarde ça, le petit œillet qui est ici, et je mets la souche à l'envers. D'accord? C'est un pli multicliné. Merci. Donc c'est pas très compliqué, géologiquement, c'est pas très compliqué à faire. On a fait venir sur place une spécialiste, on va dire mondiale, parce que elle travaille ici sur Angers, mais c'est elle qui a trouvé le bois le plus vieux du monde, là, à 20 km d'ici. Et donc, on est sur le massif armoricain, on est en Anjou. C'est pas tout à fait pareil. Le massif armoricain, et donc on l'a fait venir ici. Quand elle a vu ça, elle a tout de suite attiré notre attention sur cette petite structure qui est juste en bas. On voit des petits points. Vous voyez, pour ceux qui sont tout près, on voit des petits points noirs là. Et en fait, ça c'est un fossile. C'est un fossile qu'on appelait jusqu'à il y a quelques années, on l'appelait Stigmaria. Il y avait donc l'épidodendron d'un côté et Stigmaria. On pensait que c'était deux espèces végétales différentes. Jusqu'au jour où les scientifiques ont trouvé que Stigmaria était toujours à la racine d'un lépidodendron. Et en fait, Stigmaria, c'est la racine de l'épidodendron. Et là, comme par hasard, on trouve Stigmaria. Juste quand on trouve une souche. Donc on est bien sur une souche de l'épidodendron et qui est à l'envers. Donc vous êtes en train de regarder c'est quand même assez exceptionnel, vous êtes en train de regarder une forêt équatoriale par le dessous. Comme si vous étiez enterré dans l'humus, en train de regarder, quand vous faites ça là, c'est comme si vous étiez en train de regarder le ciel de l'équateur, à l'équateur, il y a 300 millions d'années. Il y a 300 millions d'années,
on était sous une souche d'une fougère arborescente de 30 à 40 mètres de haut, qui poussait vers le ciel. Ça y est, vous voyez le truc? C'est assez délirant, quoi. Oui, ça fait bizarre. Alors, deuxième hypothèse, là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça peut être le courant qui a fait ça? Est-ce que dans les marais, il y a beaucoup de courant? Forêt entière. C'est pour ça que vous avez dit qu'on allait pas le forêt. Alors, un tsunami, ça nécessite d'avoir une grosse masse d'eau, plutôt l'océan. Tu n'as pas vraiment de tsunami à se faire dans les lacs, sauf si c'est un énorme lac. Mais c'est un peu compliqué. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui plie comme ça, mais des forêts entières? Alors, ça peut, imaginons que ça soit le vent. Alors, Est-ce que vous pouvez me donner le sens de déplacement du vent? une tornade. Sachant qu'on a vu un arbre qui était avec sa souche comme ça. Hein. La souche ici et la tige là-bas. Tremblement de terre comme hypothèse. On va voir après. Alors, ça veut dire que le vent était où? Le vent venait de là ou de là? Alors, qui est-ce qui dit de là? Ah bah non, de là-bas, ça va faire. Ah oui, c'est par là-bas. Non, c'est-à-dire, il venait de là et il soufflait comme ça. Ça peut être une solution. Et toi, tu me dis non. Tu me dis pourquoi? Très bien. Très bien. Regardez. Écoutez ça. Qu'est-ce qu'on voit? On a vu, imaginons que ça, là, ça soit la souche. D'accord? Côté souche et le haut du tronc. L'autre qu'on a vu tout à l'heure là-bas, il est comme ça. Sur ce terrain-là. D'accord? Ce terrain-là, il est complètement inversé. Donc il faut que je mette ça à la verticale, sans bouger le couteau derrière. Hein, d'accord? Je le mets à l'horizontale, j'ai toujours pas bougé le couteau. Je remets l'arbre debout, le tronc debout. Et maintenant, je suis obligé de faire venir un vent qui vient de là, et non pas de là. D'accord? Très bien. Très bon raisonnement, belle vision dans l'espace. Donc, on couche l'arbre, on couche le tronc, avec quelque chose qui vient de là. D'accord? Et ensuite, on plisse le système. On passe un peu plus loin. Sur la figure 15, on voit des strates. On voit des strates qui sont comme ça et qu'on retrouve ici. Donc c'est la même chose, c'est bien incliné, toujours pareil, dans le même sens que tout à l'heure. Hein. Tout est incliné comme ça. Sauf que, entre les deux ici, regardez ce qui se passe. Ceux qui sont tout près, venez voir. Ceux qui sont tout près, venez voir ce qui se passe. Regardez entre là et là. Qu'est-ce que vous avez là? On voit des plis, on voit des petites déformations, enfin on voit plein de petites choses qui sont vraiment bizarres. Moi je dis qu'on a l'impression de regarder une feuille de salade dans un hamburger. C'est-à-dire vous avez un côté du pain ici, un autre côté du pain là, et entre les deux, vous avez quelque chose qui est complètement perturbé. La machette. Voilà ce qui se passe en fait. Entre les deux, vous avez ça. Vous voyez, vous pouvez faire la même chose que moi. Vous voyez qu'il y a des petites traces. T'inquiète. Si quelqu'un a dit, je veux bien, parce que... Je te passerai. Vous avez plein de petites traces comme ça. Comme si c'était disposé de façon presque chaotique. Problématique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une tornade un peu. C'est rond. Comment je peux? Alors on n'oublie pas que ça c'est des sédiments qui sont plus vieux que ceux-ci. Puisqu'ils sont complètement renversés. Donc il faut remettre ça
comme ceci pour positionner ces deux trucs-là à l'horizontale. Une fois que j'ai posé ça et ça à l'horizontale, je m'aperçois qu'au tout milieu, c'est complètement perturbé. C'est à la verticale, à l'envers, mais sur quelques centimètres. Donc, ça s'est déposé. Ça s'est déposé de façon horizontale aussi. Il s'est passé un phénomène. Et après, on a resédimenté ici dessus. Question, quel est ce phénomène? Qu'est-ce qui peut complètement perturber des petites traces de sédiments dans les derniers centimètres d'un sédiment qui est gorgé d'eau? La pression. Une pression, oui. Mais quel type de pression? Comment? Non, parce que c'est un peu ciblé vu que c'est Un geyser. Ah, c'est pas bête, mais ça n'a pas être ça. Mais j'avais jamais pensé au geyser, mais le geyser, oui, pourquoi pas, ça pourrait. Ça pourrait. la pression volcanique. Pression volcanique, non, je vois pas trop. Pensez à quelque chose de plus simple. Je sais pas, mais s'il y a des troncs et des racines qui s'arrachent, du coup, là, il peut y avoir des trous. Ah oui, on n'a pas particulièrement de tronc dans ce niveau-là. On n'est pas dans la même couche. Des courants. Juste des courses. Des courants. Alors, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous savez ce que sont des sables mouvants? Oui. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, vous avez des sables mouvants. Comment? Alors, c'est de la vase, oui. Il s'appelle de la vase et du sable très fin. Comment est-ce que on s'aperçoit qu'il y a des sables mouvants? Vous avez déjà été dans la baie du Mont-Saint-Michel? Oui. Vous avez déjà essayé de vous enfoncer? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remue, on fait de la pression comme ça, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Sous la pression de nos pieds, entre les grains de sable ou les grains d'argile, j'ai des petites molécules d'eau. Si je mets en pression, je vais faire partir les molécules d'eau sur les côtés, et ça va liquéfier les zones, et à ce moment-là, je m'enfonce. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a fallu envoyer une sorte d'onde, quelque chose qui pressurise. Qu'est-ce qui est sous forme d'onde à la surface de la Terre de temps en temps? Les séismes. En fait, ça, c'est un séisme fossilisé. C'est l'activité sismique fossilisée. Les scientifiques sur la Terre entière connaissent ces figures-là. On en a déduit, on a vu la taille des structures, on peut penser qu'on était minimum 5 sur l'échelle de Richter. Minimum 5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est un séisme. Qu'est-ce qu'il a fait le séisme? Vous avez le lac qui est là, d'accord? Vous avez déposé des sédiments dedans, tout est gorgé d'eau. Vous arrivez, sauf que les couches qui sont juste en dessous sont déjà tassées par le poids de celles qui sont au-dessus. Donc celles qui sont en dessous, elles vont plus agir. Dans les derniers 20 cm, si vous envoyez une onde sismique qui passe dedans, ça va secouer ça, et ça va faire un peu comme de la gélatine anglaise, là, vous voyez, ça fait... Et du coup, ça va perturber tout le système de petits lits sédimentaires qui étaient bien en place, ils étaient bien tous horizontaux. Et là, ils se cassent, mais surtout, ils se cassent aussi sous la pression de l'eau qui tend à remonter. En fait, ici, c'est comme si on avait des petits courants d'eau qui remontaient sous la pression. C'est ce qu'on appelle des figures d'échappement d'eau. Ces figures d'échappement d'eau sont caractéristiques d'une activité sismique. Alors, une fois qu'on a trouvé ce truc-là, on l'a bien dégagé ici. Avec mon collègue, on en a trouvé partout dans la carrière. Il y en a partout. Ce qui veut dire que ce n'est pas un séisme qu'il y a eu, mais on était vraiment dans une région sismique. On retient ça? Dans une région sismique. Troisième observation, on se met tous là à l'ombre et on regarde vers là. Merci. Tout inclinées comme ça, et qu'elles sont très linéaires. On les suit partout. Regardez en face. C'est bancal. Hein. Dans ce secteur-là, regardez là,
si vous regardez, si vous faites un travelling comme ça avec votre vue, vous voyez quelque chose de très régulier ici, et dès qu'on arrive là-bas, ça y est, c'est complètement perturbé, on voit des choses qui vont dans tous les sens. En fait, cette zone-là, on l'a cartographiée de façon très précise, c'est un glissement de terrain. Il faut seulement à cause d'une activité sismique, on a carrément un glissement sur la pente, et les terrains viennent s'accumuler en battant, et en fait, il y a une sorte de collision de couches qui fait que ça se superpose. En anglais, on appelle ça un slump. Glissement gravitaire. On a calculé, on a mesuré les axes des microplis qui sont fabriqués pendant le glissement. On en a déduit le sens du glissement. Le sens du glissement vient de là. Comme celui du vent tout à l'heure. Ça y est? Forêt. La forêt est anéantie par un phénomène qui vient de là. Activité sismique, là. Pente et activité sismique qui nous amène un glissement de terrain qui vient vers ici. Dernière observation au bout là-bas, et après je veux vous entendre me donner une solution à tout ça. 81 mètres. Donc il y a des choses qui font 10 cm, il y en a d'autres qui font 1 mètre. Le matériel que l'on voit là, il n'a pas à l'intérieur, il n'a pas la même couleur que ce qui est dehors. C'est blanc. Je prends un morceau de roche, je fais une lame mince, texture microlithique. Volcanique. Et c'est blanc. Riche en silice. Explosif. Ah oui, une chance sur deux. Non, mais c'est dommage parce que tout à l'heure tu as fait un bon raisonnement et là, à l'envers. Donc, on est sur du matériau blanc, riche en silice, texture microlithique. Donc ça veut bien dire qu'on est sur une roche magmatique, des fragments de roche magmatique, puisque c'est juste des morceaux. Fragments de roche magmatique, texture microlithique, refroidissement lent, rapide, donc c'est volcanique, et comme c'est blanc, riche en silice, ça veut dire que la magma était visqueux, le gaz, il était coincé, donc explosion, et qu'est-ce qui se passe quand ça explose? On envoie des débris qui s'appellent des... Alors ça peut être une nuée ardente, mais ça peut être aussi, on peut avoir aussi, assez proche du volcan, des bombes volcaniques. Ça, c'est un champ de bombes volcaniques. Avec des bombes de 1 mètre. Ça veut dire que le volcan était à quelques kilomètres d'ici. On était probablement sur la pente du volcan. Où pouvait-il être? Pourquoi là-bas? Tout de là-bas. Il y avait une pente de là-bas, donc on pourrait à la limite penser que le glissement de terrain s'est fait sur la pente du volcan et que les arbres sont tombés à cause de... À cause de la nuée ardente. La nuée ardente. Alors, attention, hein, on a 15 mètres d'écart, là. Les 15 mètres, ça s'est fait en 15 millions d'années, 30 millions d'années, 15 ans, 150 ans, 1500 ans, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est que quand on regarde le dépôt qui s'est produit avec les nuées ardentes à Herculanum, au pied du Vésuve, on a eu 30 mètres de dépôt qui ont carrément englouti un village pendant quelques mois, quelques jours, quelques semaines, on va dire. En quelques semaines. Donc on ne sait pas si ça c'est quelques semaines ou si c'est 15 millions d'années. Même si c'est 15 millions d'années, de toute façon, on peut dire que là, effectivement, les bombes et le glissement de terrain sont à peu près dans le même âge. Ça, c'est sûr.
c'est plein d'activités sismiques également. Les activités sismiques, on les retrouve partout. Et en fait, tous les terrains que vous avez là, entre les deux, sont des cendres volcaniques. Y compris à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur des cercles là qu'on avait tout à l'heure, ce sont des cendres volcaniques. Alors, j'ai réfléchi à un système. On pourrait très bien voir non seulement ce volcan-là, mais on peut en avoir d'autres après. On n'est pas obligé, sur 15 millions d'années, on peut être dans un endroit où il y a beaucoup d'activités volcaniques explosives. Et la nuée ardente qui a mis la forêt par terre n'est pas forcément celle qui a donné les bombes ici. C'est même sûr, puisque c'est trop écarté. Mais on pourrait être dans un contexte volcanique qui souffle toujours dans le même sens. Alors on a un exemple sur Terre qui est extraordinaire, c'est au Mont Sainte-Hélène, vous avez peut-être entendu parler. En 1980, il y a eu une explosion du Mont Sainte-Hélène, vous le voyez ici, là. C'est aux États-Unis. C'est entre San Francisco et Vancouver. Regardez ça, là. Regardez le volcan qui est ici. Vous avez sa pente sur le côté, là. Et vous avez sa pente sur le côté. Rejoignez les pentes jusqu'au sommet. Regardez, voilà comment il était avant. Voilà le volcan avant l'explosion. Et voilà le volcan après l'explosion. Ah oui. On voit les photos là. Elle est partie vers le nord. Il y a un couloir qui fait à peu près 25 km de long et sur un angle à peu près comme ça de 90 degrés en face du volcan. Vous pouvez aller voir sur Google Earth, ça se voit toujours. On voit tous les arbres ont été arrachés. Je suis allé moi-même sur place et j'ai constaté le fait que les arbres étaient des séquoias, des gros, alors pour le coup des arbres, pas des fougères. Hein. Ce qui m'a vraiment surpris sur place, c'est que en face du volcan, là où la forêt existait, il y a encore plein de souches d'arbres qui vont jusqu'à 3 mètres de haut, qui sont plantés dans le sol, et le tronc est juste derrière, et tous les troncs sont alignés les uns à côté des autres, mais les arbres n'ont pas été arrachés comme dans une tempête, ils ont été décapités, littéralement décapités par le souffle. Ça a été tellement brutal que n'importe quel objet que vous mettez devant un truc qui a une violence énorme, vous le cassez, vous ne le pliez pas. Donc ça a été littéralement cassé. Or, on imagine ici des tiges creuses qui sont cassées par un souffle. Qu'est-ce qui va se passer? On va garder des troncs, on va garder des tiges plantées dans le sol là où elles étaient. Et comme c'est creux, le tronc va tomber un peu plus loin. Ils vont tous s'aligner, on les a tous vus alignés. Et en plus, chose spectaculaire par rapport à des arbres, c'est que dans le creux de la souche, on peut mettre des cendres. Et les cendres sont venues remplir. Et quand on regarde, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la même nature. Le matériau qui est à l'intérieur des cercles n'est pas exactement celui qui est autour. Donc ça veut dire que ce sont des cendres qui sont venues se déposer après. Et qui sont venues fossiliser en fait en position debout, en position de vie, les souches des fougères arborescentes, des lépidodendrons. Donc on peut imaginer, oui, vas-y. Ça, c'est à la base, elles sont vides, ou c'est l'année avant qui les a. Non, elles sont vides. Elles sont vides. Un peu comme des bambous, si tu veux, tu vois. Quand tu casses un bambou, tu as du vide dedans. On résume. On fait la synthèse de tout ça. On regarde ce document qui est ici. Ça. Où est-ce qu'on a du volcanisme explosif là-dedans? Ça s'appelle un cycle orogénique. Au niveau des zones de subduction? Au niveau des zones de subduction, ou, deuxième possibilité, Non, bah, si au niveau 9.
Si, je l'ai. Le 9, c'est une zone un petit peu particulière qui correspond à ce qu'on appelle un rééquilibrage géostatique. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est au moment où la chaîne de montagne s'écroule sur elle-même par gravité qu'on peut obtenir du volcanisme explosif. On connaît très bien ça en Turquie, par exemple, récemment. Toute la Cappadoce, là où ont été faits des villages, là où les chrétiens se sont abrités au début, juste après Jésus-Christ, en quelque sorte. Ils étaient persécutés et ils se sont abrités dans des villages qu'ils ont creusés. Ils les ont creusés dans des cendres volcaniques, comme celle-ci, mais qui n'étaient pas encore indurées, et dans un régime volcanique explosif qui est lié à ça, c'est-à-dire à l'écrasement d'une chaîne de montagne sur elle-même. Mais ça pourrait très bien être aussi une zone de subduction. Pourquoi pas? Alors, le problème qu'on a, c'est que si c'est une zone de subduction, non, enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ça va être un peu compliqué, je n'ai pas le temps. Donc, quel que soit le fait qu'on choisisse soit la zone de subduction, soit celle-ci, où se trouve-t-on par rapport à l'affleurement que l'on a vu ce matin? Est-ce que, en gros, ma question est, est-ce que ces roches qui sont ici sont plus jeunes ou plus vieilles que le plancher océanique qu'on a vu ce matin dans la première carrière? Ici, c'est plus jeune? Pourquoi? Quelle était la synthèse du premier affleurement là-bas? Synthèse du premier affleurement là-bas. Quel mouvement on avait? On avait 1 et 2. On avait 1, divergence, 2, convergence. Donc on sait que là-bas, il y a eu une convergence bien après le plancher océanique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Comment on l'a fait notre pli ici? Convergence. Par de la convergence. Donc, la convergence qui a été vécue ici, elle a été vécue au même moment là-bas, sauf qu'ici, c'est le début. Alors que là-bas, le début, c'est la divergence. Donc forcément, ici, c'est plus jeune que là-bas. Parfait. Raisonnement parfait. Vous avez rien compris? Pas tellement, mais c'est pas grave. Non, alors attendez. Il y a un truc, c'est que là, vous êtes entre deux choses, parce qu'il y en a qui essayent de noter et d'autres qui réfléchissent sans noter. Ceux qui ont réfléchi sans noter vont plus vite que ceux qui essayent de noter forcément. Donc on recommence. Essayez de ne pas noter, essayez juste de comprendre. Premier affleurement ce matin, on trouve des basaltes. Ces basaltes, on a des traces de divergence puisqu'ils étaient en pilo-lava. Donc on sait qu'ils se sont mis sous l'eau dans une dorsale. Or une dorsale, c'est de la divergence. Deuxième argument, on a vu que le plancher océanique était mis à la verticale, puisque le G vertical au départ était maintenant horizontal. Donc il y a bien eu basculement du plancher océanique, plus le fait qu'il y ait des petites fentes blanches qui traversent les basaltes et qui sont liées à de la compression. Donc on sait qu'on avait des arguments pour dire, on avait deux arguments pour dire qu'il y a eu de la convergence longtemps après la divergence. Ça, c'est la signature de l'affleurement numéro 1. Donc, divergence à une certaine époque, convergence à une deuxième époque. Or, ici, on voit des sédiments qui sont directement affectés par de la convergence. Donc, ils sont donc affectés, ils sont donc à peu près du même âge que la convergence qui a affecté le plancher océanique longtemps après la divergence. Par conséquent, ces terrains-ci sont forcément plus jeunes que les basaltes qui étaient plus bas. On avait de la divergence. Imaginez qu'on soit... voilà, mes mollets, c'est l'époque des basaltes. Je suis en divergence, divergence, divergence. À un moment donné, ça passe à la convergence. Je sédimente ici avec du volcanisme et de l'activité sismique et du plissement. Tout ça, je fais la forêt équatoriale avec de l'activité sismique, du volcanisme et tout ça. Je bascule le tout. Et tout ça, c'est en convergence.
que l'on soit en subduction ou que l'on soit après la subduction, c'est en convergence. Ça veut donc dire que cette convergence-là correspond au deuxième événement géologique des basaltes, de l'autre côté là-bas. Donc forcément, on est plus jeune. Est-ce que ça y est, c'est rentré, c'est mieux ou pas? Vous avez bien pigé? Alors, pour prendre ça en note, c'est facile. Regardez. Pour faire la synthèse de ça, les basaltes ont été datés par des arguments radiométriques